Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 9 h. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. Dans ce journal, nous allons parler du lancement hier par le ministre en charge de la Santé de la journée de consultation gratuite. L'opération qui entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a porté sur le dépistage du diabète, de l'hypertension et des cancers du sein et du col de l'utérus. Les précisions sur cette initiative dès le début de ce journal. Nous parlerons aussi de la remise d'équipements et de fonds de roulement d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA à plus de 1200 bénéficiaires de projets d'amélioration des moyens de subsistance et de sécurité alimentaire à Ségou. Dans l'actualité AIS au Niger, la justice se rapproche davantage du justiciable avec l'inauguration du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, antenne de DIFA. Et au Burkina Faso, l'heure est à la reconnaissance avec les populations de Nongféré dans la commune de Oula qui ont salué les efforts des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie de leur commune en leur remettant des vivres et des tenues d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Dans Focus Santé de ce dimanche, Koumba Sissé nous parle de l'hémorragie du postpartum au Mali. Selon les statistiques, toutes les 3 heures, une femme décède suite aux complications de l'accouchement. Et la principale cause de ce décès est liée à ce phénomène. Et en sport, dans une vingtaine de minutes, nous allons parler de football avec le deuxième et dernier retour des compétitions africaines. Le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club seront sur le pont ce dimanche. En basketball, les quarts de finale de la Coupe du Mali prennent fin cet après-midi au Stade Mamadou Konaté. Et en athlétisme, la troisième étape du Tour du Faso sera courue aujourd'hui à Bobo Dioulasso en circuit fermé sur une distance de 116 km. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce communiqué des forces de défense et de sécurité, l'état-major général des armées, porte à la connaissance de l'opinion le bilan des opérations de surveillance aérienne du territoire national. Le 24 octobre 2025, dans la région de Tombouctou, suite à la surveillance et la filature de mouvements suspects, une frappe a été effectuée avec succès sur un groupe armé terroriste en réunion dans le secteur de la colline des Faraches. Dans la même zone, après une demi-heure de poursuite et de surveillance, un second regroupement de 7 combattants a été neutralisé non loin du premier point. Le 25 octobre, dans la région de Mopti, lors de la surveillance aérienne du trafic fluvial donc et routier, un groupe armé terroriste a été observé en train de débarquer des fûts d'une pirogue à Kona. Il a été frappé avec succès. L'état-major général des armées salue la réussite des différentes missions de surveillance du territoire national et rappelle à la population que ces opérations se poursuivent de nuit comme de jour. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé et du Développement social a lancé hier la journée de consultation et de dépistage gratuit. Il s'agit de consultations de médecine générale, du dépistage du diabète, de l'hypertension et des cancers du sein et du col de l'utérus. Les consultations ont été suivies de dons de médicaments. Elles entrent dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, nous dit Barakisa Ouattara. L'esplanade du 26 mars transformée en hôpital le temps d'une journée de consultations gratuites. Les consultations et dépistages concernent le diabète, l'hypertension, le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Néné Traoré, une patiente, s'est dit marquée par cet élan de solidarité des autorités sanitaires. Je suis venue me faire consulter parce que j'ai senti une boule au niveau de mon sein. Je remercie Madame le ministre d'avoir permis à nous qui n'avons pas les moyens de nous faire consulter gratuitement. Les médecins du jour ne sont autres
que la ministre de la Santé et du Développement social et son aide-soignant, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Les consultations et dépistages sont suivis de remise de médicaments. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Cette journée, c'est une consultation de masse pour essayer de voir les pathologies les plus courantes, telles que le diabète, l'hypertension, les pathologies digestives et les toux, et surtout essayer de voir aussi les dépistages tels que le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. C'est une journée marathon parce qu'on a toutes les spécialités qui sont là et parfois on ne donne pas de médicaments mais on donne juste des conseils parce qu'il y en a qui ont tout est normal mais on donne quand même des conseils pour éviter. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Lorsqu'on a la santé, on a tout en réalité. Le fait de s'occuper des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire tout seul et qu'aujourd'hui on les consulte, on les conseille, on leur donne des médicaments si nécessaire. Je pense que c'est une chose extraordinaire. C'est une journée entière qui sera consacrée à la consultation et au dépistage. Ce geste gratuit entre bien évidemment dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a choisi, elle, ce week-end pour une séance de causerie avec les femmes du marché de Sabalé-Bougou en commune 5 du district de Bamako. Elle n'y est pas allée les mains vides. Des vivres ont accompagné l'assise pour soutenir ces dames qui se battent nuit et jour pour leur famille et avoir le minimum d'indépendance. Awa Daman Koulibaly nous en parle. Même sous le poids de l'âge et de la maladie, leur dévouement ne faiblit pas. Leur vie reste étroitement liée aux modestes revenus tirés de la vente des produits sur les étals du marché. À Sabalé-Bougou, ces femmes commerçantes se lèvent avant l'aube et ne regagnent leur foyer qu'au moment où la ville s'endort. Mais cette fois, un souffle d'encouragement est venu alléger leur quotidien. Grâce à l'appui de leur ministère de tutelle, elles ont reçu un don composé de 4 tonnes de riz et 4 tonnes de mil destinés à 80 bénéficiaires, dont Aminata Haïdara et Diallo Assetou Tamboura, toutes commerçantes dans le marché de Sabalé-Bougou. Je vendais dans ce marché, mais depuis ma blessure à la hanche, je n'y vais plus. J'ai à ma charge les 5 enfants de mon défunt fils et leur mère. Merci au ministre pour ce don. Ce kit peut nourrir une famille moyenne pendant 6 mois au moins. Quelqu'un qui t'enlève une telle épine du pied est vraiment à saluer. Le marché de Sabalé-Bougou constitue la 4e étape de la tournée du ministre Diarra Djeneba Sanogo de la promotion de la femme, après les visites à Wonida, Sougounikoura et Nyamakoro. Cette volonté est de rester très proche toujours de la population, en particulier les femmes, prendre leurs préoccupations surtout et voir ensemble comment est-ce qu'on peut définir des actions concrètes qui vont dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces rencontres marquent le début d'une collaboration durable entre le ministère chargé de la promotion de la femme et les actrices du secteur informel. L'objectif à terme est clair: créer les conditions nécessaires à leur intégration dans les dispositifs de prévoyance sociale afin qu'elles puissent enfin jouir du fruit de leurs années d'efforts lorsque l'âge ou la maladie ralentiront leurs gestes inlassables. En 4e région, plus de 200 millions de francs CFA, c'est le coût des équipements et fonds de roulement remis à 1240 bénéficiaires du projet d'amélioration des moyens de subsistance et de sécurité alimentaire RET Germanie Mali. Ce don permet d'assurer l'autonomisation de ces bénéficiaires dans le domaine de l'agriculture et des métiers spécialisés. De Ségou, la correspondance de Amidou Diallo. Après plusieurs mois de formation en entrepreneuriat agricole et artisanal, 1240 bénéficiaires composés de femmes, jeunes, coopératives agricoles et personnes en situation de handicap viennent de recevoir des équipements de démarrage et de fonds de roulement. Cet appui de RET Germanie Mali à travers son projet Amélioration des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire PAMSA vise à assurer l'autonomisation de ses bénéficiaires et de faire d'eux de véritables acteurs de la paix dans leurs communautés respectives. Maurice Taïsia Sompli, directeur pays des RET Germanie Mali. Parmi eux, 765 jeunes étaient destinés à recevoir une formation aux techniques agricoles,
tandis que 475 autres se spécialisaient dans les divers métiers. Et je peux en nommer quelques-uns: la maçonnerie, la transformation agroalimentaire, la réparation d'engins à 2 roues, l'installation photovoltaïque. Ceci n'est pas juste une remise de kits et de subventions. C'est un investissement dans votre potentiel, un soutien concret pour que vous deveniez les acteurs du changement de demain de votre communauté. Pour cette donation, le BMZ, ministère fédéral allemand de la coopération et du développement, a déboursé plus de 200 millions de francs CFA. Téné Traoré, porte-parole des bénéficiaires. Aujourd'hui, grâce au projet PAMSA, nous sommes autonomes. Aussi, nous avons appris beaucoup de nouvelles techniques dans divers domaines, dont l'élevage, la transformation agroalimentaire et l'agriculture. Mohamed Aboukrin Ag Mohamed Ali, conseiller au gouvernorat de Ségou. À partir d'aujourd'hui, vous devez accorder une importance particulière aux objectifs que vous voudrez atteindre et concevoir en conséquence un plan d'action pour pérenniser vos activités. La formation de ces bénéficiaires du projet PAMSA était assurée pendant 3 ans par les ONG Alphalog et Réfort dans les différents cercles de Ségou, Massina et Bla. Ségou, Amidou Diallo et Bakary Traoré pour l'ORTM. AES, actualité. Au Niger, la région de Difa écrit une nouvelle page de l'histoire de la justice nigérienne, ceci avec l'inauguration du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Une initiative stratégique visant à rapprocher la justice des justiciables. Cette inauguration est un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité et la consolidation des bases de notre société dans une région en première ligne face aux menaces sécuritaires. Les précisions avec Aliou Ibrahim de la Voix du Sahel. Une page importante de l'histoire judiciaire s'est ouverte à Difa avec la cérémonie officielle marquant la délocalisation du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Cette session inaugurale a été présidée par le président du DIPOL, Manirou Maman, en présence des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité. Dans son allocution, le président du pôle a qualifié cette initiative de tournant décisif dans l'administration de la justice, affirmant que cette délocalisation vise à rapprocher la justice des réalités sécuritaires et à renforcer la réponse judiciaire face au phénomène du terrorisme dans la région de Difa. Le procureur de la République près de ce pôle judiciaire a quant à lui rappelé les efforts constants déployés pour une justice efficace, équitable et adaptée au contexte de menaces transfrontalières. Il a souligné l'importance de la rigueur, la transparence et la célérité dans le traitement des dossiers liés à la sécurité nationale. Prenant la parole, le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagdoma, a salué cette décision qu'il qualifie de stratégique et salutaire. Selon lui, cette présence judiciaire spécialisée sur le terrain renforce la confiance des populations, améliore la coordination avec les FDS et marque un pas de plus vers la souveraineté judiciaire et la stabilité régionale. Cette délocalisation vient concrétiser la volonté du gouvernement de la refondation d'adapter les institutions judiciaires aux réalités sécuritaires du pays, avec une approche de proximité au service du justiciable. Les populations de Nong-Ferré dans la commune de Oula ont salué les efforts des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie de leur commune hier samedi. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, elles ont remis des vivres et des tenues d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA à ces défenseurs de la patrie. Un geste fort qui renforce le lien armée-population selon le président de la délégation spéciale de cette commune. Plus de précisions avec Xavier Belem-Niergré de la radio Burkina. Ce geste de solidarité de l'association Nabonswende est composé entre autres de sacs de riz, de bidons d'huile, des effets d'habillement d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Les donateurs sont conscients des efforts des FDS et VDP de la commune, d'où cette mobilisation communautaire selon le président de cette association, Issa Savadogo. Nous encourageons les FDS et VDP dans la reconquête du pays. Tout don est nécessaire pour soutenir la lutte. L'hommage rendu à ces civils patriotes qui défendent le territoire aux côtés des FDS est bien apprécié par le coordonnateur des VDP de la commune de Oula,
L'adjudant-chef Albert Tiendrebeogo. Nous sommes réellement reconnaissants à l'association Naboswende pour le don en faveur des VDP. Nous savons que cela va contribuer à forger l'engagement des VDP et dans la lutte contre le terrorisme. Le président de la délégation spéciale a salué la résilience des populations de sa commune avant de traduire ses remerciements à l'endroit des responsables de cette association. Moussa Ouedraogo. C'est vraiment une initiative que nous avons commencée depuis 2022 à travers vraiment différents accompagnements des VDP et des FDS dans la reconquête du territoire. Donc c'est une épine de moins parce que je dirais que c'est le devoir aussi de la délégation spéciale d'accompagner ces forces combattantes. La commune de Oula est l'une des communes résilientes face aux défis sécuritaires et cela grâce aux efforts conjugués des FDS et VDP. Actualité hors de nos frontières à présent, en Côte d'Ivoire, les électeurs se rendent aux urnes pour choisir leur futur président. Plus de 8 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, alors que 5 candidats sont en lice pour ce scrutin. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, brigue un 4e mandat de 5 ans. L'octogénaire affronte notamment l'ancien ministre et homme d'affaires Jean-Louis Billion et l'ex-première dame Simone Gbagbo. Ce scrutin se déroule sans la présence des principaux chefs des partis d'opposition, Laurent Gbagbo et Tidiane Cham, dont les dossiers de candidature ont été rejetés par la commission électorale. Pendant que les Ivoiriens votent, les Camerounais sont dans l'attente des résultats. Le Conseil constitutionnel doit dévoiler le secret des urnes demain lundi. En attendant, la tension reste vive et l'arrestation à Douala de Anissé Ekan et Djekam Tchameni de l'Union pour le changement 2025, mouvement qui a soutenu la candidature d'Issa Chiroma Bakari, aggrave la situation. Leur interpellation est considérée comme une mesure d'intimidation par l'opposition. Au Maroc, les manifestants de la génération Z 212 sont dans le collimateur de la justice. Plus de 1500 personnes sont poursuivies après les rassemblements appelant à la fin de la corruption et à plus d'actions en faveur de la santé et de l'éducation. Parmi les chefs d'accusation figurent entre autres l'organisation de manifestations non autorisées, la dégradation de biens publics ou encore les violences envers les forces de l'ordre. Justice toujours, cette fois sur la Grande Île, l'ex-président malgache André Rajoelina a été déchu de sa nationalité par les nouvelles autorités. La faute à sa double nationalité. Depuis 2014, en effet, André Rajoelina avait acquis la nationalité française par naturalisation, ce qui est contraire à l'article 4 du Code de la nationalité en vigueur à Madagascar. La disposition stipule qu'un malgache qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd sa nationalité malgache. L'ex-président est passé entre les mailles du filet en dissimulant sa carte d'identité française jusqu'à sa destitution le 14 octobre par l'Assemblée nationale malgache après des manifestations. On termine avec la situation humanitaire à Gaza qui reste catastrophique alors qu'Israël a annoncé le 15 octobre dernier que 600 camions d'aide seraient autorisés à franchir la frontière chaque jour. Seuls 80 à 90 camions sont passés jusqu'à présent. Des véhicules chargés d'aide humanitaire destinés à Gaza sont bloqués dans la ville égyptienne d'Al-Arisha. Les chauffeurs attendent le feu vert des autorités israéliennes avant de prendre la direction de l'enclave palestinienne, mais ils doivent s'armer de patience. À 9h passé de 18 minutes, au retour à l'actualité nationale pour parler de sport juste après ce jingle. Sport, basketball, les quarts de finale de la Coupe du Mali prennent fin cet après-midi au stade Mamadou Konaté. En homme, le stade malien de Bamako jouera contre Atar Club de Kidal. Au même moment, l'USFAS s'expliquera avec le CRBT. En dame, l'USFAS affronte le CBD. Football, compétition africaine de club, deuxième et dernier retour en Ligue des Champions. Le stade malien de Bamako affrontera le FC Nouadhibou au stade du 26 mars et le Djoliba Athletic Club en Coupe de la Confédération sera face à l'USFAS du Burkina au stade Mamadou Konaté. Les Blancs et les Rouges sont confiants pour relever le défi de la qualification. Siragatou Sissé nous présente les deux affiches. Le stade malien de Bamako, engagé en Ligue des Champions, fort de son nul d'un but partout à l'aller face au FC Nouadhibou de la Mauritanie, part avec la faveur des pronostics. Le but marqué à l'extérieur est une source de motivation pour les Blancs. Le stade malien de Bamako est à un pas de la phase de groupe de la Ligue des Champions.
ce qui sera une première dans l'histoire de ce club. Hamma Mandia, milieu de terrain du Stade Malien de Bamako. C'est un match qui va faire rentrer les joueurs et le club dans l'histoire. Ça sera une première, donc nous sommes vraiment motivés pour entamer ce match. Nous sommes là en train de se préparer pour entamer ce match retour. Moril Messak Njoya, entraîneur du Stade Malien de Bamako. Nous jouons pour l'honneur du Mali. Quand tout le monde est derrière vous et que vous pensez au drapeau national, aucune erreur n'est permise, surtout que nous jouons à domicile. Le Djoliba AC, lui, est en Coupe de la Confédération. En signant une victoire de haute lutte à Ouagadougou devant l'USFA 1-0, les Rouges sont aussi proches de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Ce qui n'était plus arrivé depuis la saison 2019-2020. Boudo Mori, entraîneur du Djoliba AC. Nous sommes dans le même état d'esprit que celui du Burkina. Au Burkina, nous avons la ferme conviction de gagner. Et puis Dieu merci, c'est passé. Quand on a fini ce match, nous avons dit aux jeunes qu'on repasse sur 50-50. C'est-à-dire que chaque équipe a encore sa possibilité de se qualifier. Nous allons essayer de parachever le travail entamé au Burkina ici. C'est de mettre de l'intensité, de mettre de l'impact. Parce que ça va se jouer, c'est une équipe qui joue engagée, qui met de l'impact. Donc il va falloir qu'on soit à ce niveau-là capable de répondre et puis ensuite mettre de la technicité avec un peu plus d'intelligence. Voilà, nous avons les hommes pour. Et nous essayons de mieux les préparer mentalement, physiquement, tactiquement, parce que c'est un match qui va se jouer aussi tactiquement, et pour espérer obtenir gain de cause. Alou Doumbia, capitaine du Djoliba AC. Le mot d'ordre, c'est d'assurer la qualification chez nous. À l'extérieur, on a pris une belle avance, mais on va essayer de consolider cette avance ici chez nous, à domicile. Le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC se produiront ce dimanche dans l'espoir de se qualifier directement en phase de groupe de leurs compétitions respectives. Toute chose qui fera grimper l'indice du coefficient des clubs maliens sur la scène africaine en vue des prochaines échéances. Cyclisme, Tour du Faso, le Belge Lance Dekaboté a remporté hier la deuxième étape de la 36e édition du Tour du Faso, couru entre Koudougou et Boromo sur une distance de 156 km 200. La troisième étape sera courue aujourd'hui à Bobo Dioulasso en circuit fermé sur une distance de 116 km. À présent, Focus Santé de ce dimanche. Focus Santé. Au Mali, selon les statistiques, toutes les 3 heures, une femme décède suite aux complications de l'accouchement. Et la principale cause de ces décès est liée à l'hémorragie du postpartum. La gestion de ce phénomène qui survient après l'accouchement est une urgence, sinon la femme perd la vie en donnant la vie. Les détails sur ce phénomène dans Focus Santé, une réalisation de Kouma Sissi. L'hémorragie du postpartum est un phénomène qui survient après l'accouchement. Cette perte du sang excessive fait partie des premières causes de décès maternels au Mali, car pour 100 000 naissances, plus de 300 femmes décèdent. Félix Sanogo, gynécologue obstétricien. Chaque fois qu'une femme accouche, dans les suites de l'accouchement, si elle perd 500 ml de sang immédiatement après un accouchement par voie basse, on parle d'hémorragie du postpartum. Si la femme perd plus de 1000 ml de sang après un accouchement par césarienne, on parle aussi d'hémorragie du postpartum. Mais actuellement, les définitions ont évolué. On parle d'hémorragie du postpartum chaque fois qu'une femme, en tout cas, perd une quantité de sang, quelle que soit la quantité, mais si elle ne parvient pas à supporter cette perte-là, tout ça est classé parmi l'hémorragie du postpartum. En médecine, 4 principales causes de l'hémorragie du postpartum sont identifiées. Quelle qu'en soit l'hémorragie, on trouvera qu'il y a un T qui est derrière cette hémorragie-là. Le premier T, c'est quoi? C'est tissu. Les tissus, ça veut dire que, par exemple, si une femme accouche, après l'accouchement, s'il y a une rétention du placenta à l'intérieur de l'utérus, alors ça peut provoquer une hémorragie. Le deuxième T, on appelle ça tonus. Lorsque la femme devient enceinte, alors c'est un bébé qui se développe dedans et l'utérus est obligé de s'étirer. C'est comme un plastique. Donc après cet accouchement, normalement ce plastique qui s'est étiré doit retrouver sa forme habituelle. Mais lorsque l'utérus ne parvient pas tout de suite à se rétracter sur lui-même, alors ça fait que la zone d'insertion placentaire va saigner. Le troisième T, on appelle ça trauma. Souvent, lorsque une femme accouche, il n'est pas rare de voir que souvent il y a une déchirure au niveau du col. Souvent, il peut même avoir une déchirure au niveau du vagin. Et souvent, ces zones de déchirure-là peuvent saigner et jusqu'à ce que la femme peut avoir des problèmes. Et le quatrième T, on appelle ça thrombus. Le thrombus, c'est lorsque un caillot de sang
non coagulé part dans les vaisseaux sanguins et souvent ça peut se retrouver jusqu'au niveau du cœur, jusqu'au niveau du poumon. Et souvent, ça donne aussi des troubles de la coagulation. Dès le constat de l'hémorragie, quelle que soit la cause, chaque seconde compte pour la survie de la maman. Félix Sanogo. Devant un cas d'hémorragie de postpartum, il faut crier à l'aide, la première des choses. Parce que c'est un problème très sérieux qui peut amener la dame en quelques minutes. Souvent, en 15 minutes, c'est déjà terminé. Quand on entend l'hémorragie de postpartum, tout le monde doit être dans la salle d'accouchement pour pouvoir assister cette dame-là. Une fois que les professionnels de la santé sont alertés, pas de temps à perdre. Ils cherchent à trouver des solutions pour sauver la vie de la nouvelle accouchée. On place 2 bonnes voies veneuses sûres et efficaces. Et éventuellement, s'il y a du sang, à faire ça. Ensuite, on va faire le massage utérin. En massant l'utérus, alors on cherche à provoquer la contractilité du muscle utérin. Souvent, on utilise aussi des produits que nous mettons en perfusion continue pour que l'utérus puisse avoir sa contractilité. Ce drame après l'accouchement survient généralement brusquement, mais certains cas sont évitables selon le docteur Félix. Lorsque la femme a un volume très élevé de l'abdomen lors de la grossesse, que ce soit les gros fœtus, que ce soit les diabètes, que ce soit les fibromes, chaque fois que l'utérus est gros, l'accouchement peut se terminer par une hémorragie de postpartum due au tonus. Donc si vous êtes avisé, par exemple après un accouchement, on peut bien sûr immédiatement mettre une perfusion continue de syntocinon. Et chaque fois que nous sommes devant des facteurs de risque, il faut prendre des mesures en amont pour que ça ne saigne pas. Si elle n'est pas prise en charge à temps, l'hémorragie du postpartum peut provoquer le décès maternel car la femme accouchée se vide de son sang et succombe par la suite en un temps record. On espère que vous avez pris bonne note de ces conseils. À 9h passé de 26 minutes au prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde est assurée par Absé Traoré et Badji Touré a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche, une présentation de Moussa Papa Aïdara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio Nationale du Mali.